Je vais vous raconter des choses sur ce qui est davantage mon sujet d'expertise, même si je ne vais pas vous parler directement de mes travaux de recherche, en vous racontant des choses sur l'énergie solaire photovoltaïque. Je vais essayer de rester quand même un peu court, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Si vous avez envie de plus de choses ou de retrouver des informations, j'ai une toute petite page de pub pour un travail collaboratif qui est porté par deux collègues et amis. Et c'est un guide du photovoltaïque en France qui s'appelle Solaire PV. Il est en ligne gratuitement en licence Creative Commons. Vous pouvez le lire, l'utiliser, le partager, l'imprimer, faire ce que vous voulez avec. Tout est gratuit. Ça s'appelle solarepv.fr. Il s'est construit sous la forme de 46 fiches. Alors, vous pouvez absolument pas lire ce qui est dessus. Je vous montre juste le format. Sur chaque fiche, il y a une question. Par exemple, ici, quels sont les ingrédients d'un panneau photovoltaïque? Il y a un petit encadré en résumé pour avoir vraiment la réponse rapide. Un truc un peu plus en détail et les sources qu'on a utilisées pour remonter à l'origine des informations. Et donc il y a ça 46 fois sur 46 questions qu'on rencontre souvent quand on parle de photovoltaïque. Donc c'est vraiment pas orienté sur la physique fondamentale du photovoltaïque, mais plus sur le photovoltaïque en France aujourd'hui. Ça a été, on est très content, on a eu appris. Et la version 3 de ce travail est en ligne depuis 2 jours, en fait, depuis le 19, donc c'est tout frais. Et voilà. N'hésitez pas à vous en servir s'il peut vous être utile. Et c'est vraiment une jolie collaboration parce qu'on est un groupe d'une vingtaine de chercheurs, entre le directeur de recherche et le doctorant qui commence dans le domaine. Et c'est ce travail qui petit à petit produit ces éléments, les relie, les corrige, jusqu'à faire ce document. Moi, ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, c'est essentiellement 2 choses qui me semblent pouvoir être utiles quand on réfléchit au photovoltaïque. C'est d'une part le principe de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que ces panneaux solaires? Et avec les principes de fonctionnement, je peux réussir à vous faire comprendre un peu les chiffres clés de ces objets-là. Et puis je vais vous parler un tout petit peu des coûts. Pas tant pour vous donner des chiffres, encore que, mais parce que quand on réfléchit au solaire, en fait, il y a plein de périmètres différents avec lesquels réfléchir. Et je pense qu'avoir bien identifié ces périmètres, c'est vraiment un outil assez clé, et que quand on le rate, les discussions deviennent extrêmement confuses. Je pense que c'est 2 éléments qui peuvent aider à réfléchir. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au solaire en premier lieu? On s'intéresse au solaire à cause des ordres de grandeur, à cause de la ressource que représente le soleil. Le soleil, c'est à peu près 1360 watts par mètre carré, ce mètre d'atmosphère, c'est-à-dire que si vous faites un carré de 1 mètre par 1 mètre, vous récupérez 1000 watts, c'est-à-dire 1000 joules de puissance par seconde dans chaque unité de surface. Toute cette lumière arrive au niveau du sol, et donc si vous mettez l'Ador en plein soleil, le 21 juin dans l'été, vous récupérez une puissance qui est une puissance de 1000 watts, puissance lumineuse, dans chaque mètre carré. Et ça, c'est important parce que c'est avec ça qu'on va définir le rendement des panneaux solaires. Quand on vous dit qu'un panneau a un certain rendement, ça veut dire si vous l'éclairiez avec cette lumière-là, eh bien, il vous produirait tant de puissance électrique. Et puis, si ce qui vous intéresse, ce n'est pas la puissance juste le 21 juin à midi, mais la puissance moyenne sur l'année, en tenant compte qu'il y a le jour et la nuit, qu'il y a des nuages, qu'il y a l'hiver et qu'il y a l'été, alors vous êtes en moyenne typiquement autour de 150 watts par mètre carré. Donc le rapport entre la puissance instantanée maximum et la puissance moyenne, c'est à peu près 15%. Ça, c'est un facteur qu'on va retrouver un petit peu plus tard, quand on va parler de ce que le panneau photovoltaïque est capable de produire. Ça fait quoi 150 watts par mètre carré? Parce qu'au fond, ça fait pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de mètres carrés. C'est 150 watts sur chaque mètre carré, parce que le soleil brille partout. Alors si ce tout petit carré ici représente la consommation totale d'énergie de l'humanité en un an, ça, c'est la quantité d'énergie solaire qui arrive sur les terres émergées. Donc je retire 70% de la surface du globe qui sont les océans. Je tiens compte des nuages, de l'alternance jour-nuit, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la quantité d'énergie qui arrive sur les terres émergées en un an. Et donc, si on se dit qu'il faut changer nos façons de nous approvisionner en énergie, il y a quand même clairement un endroit où il y a une manne énergétique qui tombe du ciel, et on peut se demander qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ce qu'on peut en faire essentiellement, c'est 4 choses. La première conversion de l'énergie solaire n'a pas attendu l'activité humaine pour avoir lieu, et heureusement, parce que sinon on ne serait pas là. Ça s'appelle la photosynthèse. C'est convertir la lumière du soleil en énergie chimique, faire des liaisons.
La deuxième façon de convertir l'énergie du soleil, c'est de convertir cette lumière en augmentation de température, c'est-à-dire en énergie thermique. Si vous avez quelque chose qui est chaud, vous pouvez vous en servir pour faire de l'électricité, c'est le principe de toutes les turbines. En fait, il faut être très chaud, donc on concentre la lumière du soleil, on met des panneaux de miroir qui ramènent la lumière en un point. C'est comme quand vous jouiez avec les fourmis quand vous étiez petit, ça monte très très haut en température, on peut s'en servir pour faire des choses, par exemple de l'électricité. Et puis le solaire photovoltaïque, dont je vais vous parler moi aujourd'hui, qui fait aussi de l'électricité, mais avec une conversion directe. Vous n'avez pas besoin de passer par la concentration de lumière, vous n'avez pas besoin de passer par quelque chose qui devient très très chaud. Si vous regardez ce qui tient des technologies développées par l'humanité, le solaire photovoltaïque est de très loin la filière énergétique qui a la dynamique la plus vive. Là, ce que je représente, c'est la quantité d'énergie produite par année par ces différentes filières, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique et le solaire à concentration. Cette dynamique, elle est impressionnante, parce qu'en fait, elle a un peu pris tout le monde de court ces dernières années. C'est un graphe un peu de mauvaise foi, mais que j'aime bien, je vais vous le raconter. En noir, c'est la quantité de photovoltaïque installée année après année. Autrement dit, en 2015, là, on a installé 40 gigawatts de panneaux solaires. En 2016, on a installé 60 gigawatts, etc. Les courbes de couleur, c'est chaque année ce que l'Agence internationale de l'énergie faisait comme prédiction pour les années à venir. Autrement dit, en 2015, on avait installé 40 gigawatts de panneaux, là, la courbe noire, et l'Agence internationale de l'énergie dit c'est une année exceptionnelle. L'année prochaine, on va installer pareil ou peut-être un petit peu moins. Et puis l'année d'après, on était là. Et l'IEA s'est dit c'était exceptionnel. L'année prochaine, on va installer pareil ou peut-être un petit peu moins. Et puis l'année d'après, c'était ici. Et l'IEA, bref, etc. Donc c'est vraiment une dynamique qui a été, qui est restée surprenante, c'est-à-dire qui a continué à se déployer avec une vitesse spectaculaire pour faire cette croissance-là. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la dynamique du photovoltaïque, ce qui fait qu'aujourd'hui on voit des panneaux solaires un peu partout, d'ailleurs. Il y a des raisons techniques. C'est une technologie qui est modulaire. C'est le même objet que vous fabriquez, que vous achetez. Si vous voulez mettre 2 panneaux sur votre toit, ou si vous voulez en mettre 10 hectares sur une installation de grande taille. Ça veut dire que vous avez accès à une technologie qui bénéficie de tout l'apprentissage d'un développement industriel, mais que vous pouvez acheter à l'échelle citoyenne. Et ça, il n'y a que le photovoltaïque qui fait ça. Vous n'achetez pas une petite turbine à gaz en bénéficiant de l'industrie des turbines. Il n'y a que le PV qui permet de faire ça. C'est une technologie qui est relativement simple à installer. À nouveau, réfléchissez par rapport aux autres façons de fabriquer l'électricité. Installer une éolienne, installer, vous pouvez mettre ça sur votre toit, installer une turbine à gaz, installer un barrage hydroélectrique. C'est des travaux sans commune mesure avec ce que ça représente d'installer un panneau photovoltaïque. C'est sans carburant, c'est sans pièces mobiles, ça veut dire que vous n'avez pas de problème d'approvisionnement une fois que vous êtes installé. Sans pièces mobiles, ça veut dire que vous n'avez pas d'usure, très peu. Et c'est une technologie aujourd'hui qui est mature. On sait comment fonctionnent les panneaux, on sait comment ils vont vieillir. C'est un terrain qui est assez bien balisé. L'Agence internationale de l'énergie, la même, qui était assez pessimiste dans le passé, écrit il y a 2 ans que dans les bonnes conditions, ça ne veut pas dire quand vous êtes au nord de la Norvège, mais dans les bonnes conditions, l'électricité photovoltaïque aujourd'hui est la production électrique la moins chère de l'histoire de l'humanité. Donc on est passé de quelque chose qui était une espèce de gadget électronique qui servait à faire les calculatrices avant, à la technologie qui potentiellement peut être dans les bonnes conditions. Alors après, c'est un truc un peu héroïque sur la progression du photovoltaïque, il faut quand même remettre un tout petit peu les choses en perspective. La croissance exponentielle que je vous montre là a permis de passer de rien du tout à pas grand-chose en termes de production d'électricité mondiale. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est à peu près, alors, là, je suis en 2021, je continue jusqu'en 2024. Aujourd'hui, c'est à peu près 7% de l'électricité produite dans le monde. C'est pas négligeable, 7%, c'est pas ridicule. Mais on est loin de s'approvisionner en photovoltaïque au niveau mondial. Et là, je parle que d'électricité, et c'est toujours vraiment tellement important de se rappeler que l'électricité, c'est 20% de ce qu'on consomme au niveau mondial. Autrement dit, on fournit 7% de 20% avec le solaire. Donc vous êtes quelque part autour de 2%. Donc le solaire représente 1000 fois l'énergie qu'on consomme, 1000 à 10 000 fois l'énergie qu'on consomme par an. Mais aujourd'hui, ça représente 2%
de ce avec quoi on s'alimente. Donc, il y a un peu de marge, quand même, encore entre les deux. Alors, je vais vous raconter maintenant comment ça fonctionne, un panneau solaire. C'est-à-dire, cette conversion-là, le truc dont je vous ai écrit que ça permettait de convertir 20% de la puissance du soleil qui arrive en électricité, comment ça marche? Il y a deux approches pour faire ça. La première approche, c'est de vous faire un cours de physique des semi-conducteurs. Je le ferai avec grand plaisir, pour celles et ceux qui ont encore le courage à faire. Je fais ça très vite, vous allez voir. Je vous propose une image qui est un peu plus simple, mais qui va permettre d'attraper l'essentiel des éléments. Imaginez que, donc ça va être un raisonnement par analogie. Imaginez que la lumière du soleil, c'est comme des cailloux que vous lancez dans une mare. Et plus vous lancez, plus vous avez des... Dans la lumière du soleil, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et puis un peu d'ultraviolet et un peu d'infrarouge. Chaque couleur est associée à des grains de lumière, des photons qui ont une certaine énergie. Les photons ultraviolets ont plus d'énergie que les photons bleus, ce qui pose un petit peu des questions quand on s'expose au soleil, qui ont plus d'énergie que les photons verts, que les photons jaunes, que les photons rouges, que les photons infrarouges. Dans le spectre du soleil, il y a plutôt plus de rouge et de jaune que de bleu et d'ultraviolet. Okay. Imaginez que chacun de ces grains de lumière, c'est comme un caillou lancé dans une mare. Et si vous prenez un photon de haute énergie, un photon UV ou bleu, c'est un caillou que vous lancez très fort, et puis un photon rouge ou infrarouge, c'est un truc que vous lancez comme ça. Donc vous faites des éclaboussures. Ces éclaboussures, vous essayez de les récupérer sur le toit d'une maison qui est à côté. Et vous comprenez bien que si vous avez lancé un caillou pas très fort, un photon de basse énergie, vous allez faire un petit splash qui ne monte pas suffisamment pour que vous arriviez à récupérer cette gouttelette d'eau. Puis par contre, si vous lancez le caillou très très fort, alors vous allez faire un splash qui monte très haut, et puis là c'est du ruissellement qui marche. Et donc vous récupérez l'eau dans une gouttière qui est en bas du toit. Et puis cette gouttière elle est un tout petit peu en pente, et du coup, vous faites couler l'eau de façon à ce qu'elle tombe et qu'elle puisse alimenter une turbine. Et bien un panneau solaire, c'est à peu près exactement ça. Vous récupérez les photons qui viennent du soleil, et en fait vous récupérez que les photons qui ont une énergie suffisamment grande pour réussir à exciter le matériau. Il y a un seuil. Et si les photons n'ont pas assez d'énergie, le matériau ne va pas être excité. Ces excitations, vous les collectez, ça s'appelle des électrons excités, et ces électrons, s'ils restent dans la gouttière jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre ils retournent parce qu'il y a des fuites, ben, ça ne marche pas. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous mettiez une pente à la gouttière, vous mettez les électrons en mouvement, créez un courant électrique, et vous récupérez ce courant pour réussir à faire de la puissance. Cette petite image-là, elle vous permet de comprendre qu'il y a une bonne hauteur pour le toit. Imaginez que le toit soit très très bas. Vous allez récupérer toutes les gouttes. C'est super. Vous allez avoir beaucoup de courant. Par contre, la hauteur de chute est tellement petite que vous n'allez jamais entraîner la turbine. Vous avez beaucoup de courant, vous n'avez pas de tension électrique, vous n'avez pas de puissance. Imaginez à l'inverse que le toit serait très très haut. Alors à chaque fois qu'il y a une goutte qui arrive à tomber de la gouttière, elle tombe avec tellement de force qu'elle fait tourner la turbine. Mais il y a combien de gouttes qui arrivent à monter jusque là-haut? Quasiment pas. Donc vous avez un compromis entre les deux. Il faut un matériau qui a un seuil ni trop haut ni trop bas, juste bien. Si vous regardez au niveau avec le spectre du soleil, le seuil qui va bien, c'est un niveau d'énergie qui est quelque part par ici. Ça veut dire le seuil là, il se compte, les unités qui sont pratiques, c'est les électronvolts, peu importe. Il y a une certaine valeur du seuil où on peut faire la conversion le mieux possible. Et donc tout ce qu'on va essayer de faire comme technologie photovoltaïque, c'est avec des matériaux qui sont quelque part dans cette gamme-là. Parmi ces matériaux, il y en a un que je vais mettre en avant particulièrement qui s'appelle le silicium. Vous avez un morceau de silicium ultra puissant qui circule. C'était ça, l'objet bizarre qui circulait, c'est du silicium. Je peux vous raconter un tout petit peu comment est-ce qu'on le fabrique si vous avez envie, mais posez-moi la question si vous voulez que je partage. Et alors, si vous avez un objet qui a ce bon seuil et qu'il fait tout bien parfaitement, il arrive à absorber la lumière, il arrive à ne pas perdre les gouttelettes n'importe où, il arrive à les mettre en mouvement, il les fait bien tomber là où il faut, alors vous pouvez avoir un rendement qui est à peu près à 30% de rendement. Ça, c'est si tout est parfait. Évidemment, quand on se dit, alors ouais, ça c'est la version un peu enfantine. Je l'ai testé avec une classe d'école, d'ailleurs, ça marche pas mal. Si on veut faire un truc un peu plus sérieux, je vous dirais, voilà à quoi ça ressemble une cellule solaire en vrai. Mais en fait, c'est exactement les ingrédients que je vous ai montrés. Il y a un matériau ici qui sert à absorber la lumière du soleil, donc il faut qu'il soit assez épais pour réussir à absorber. Il y a
Une façon d'éviter que les gouttes retombent de la gouttière, c'est à ça que servent les couches ici qui s'appellent SiO2, qui servent à garder les électrons excités le plus longtemps possible. Il faut dire aux électrons dans quel sens ils doivent se déplacer, par où est la turbine. C'est pour ça qu'il y a ici cette zone qui est marquée N+, et ici cette zone qui est marquée P+. C'est ça qui va donner le sens du courant. Et au bout du compte, ça crée un objet qui est à peu près comme ça. Donc ça, c'est une cellule solaire. Ça, c'est une vraie cellule solaire. Si je la mets dehors au soleil, elle va générer une tension électrique. C'est exactement la même chose qu'une pile. Il faut vous voyez les petites piles en bâtonnet là. Et bien, la face moins, elle est ici, la face plus, elle est derrière. Et entre les deux faces, et ben, il y a à peu près 700 millivolts, 0,7 volts de tension électrique, si je mets ça au soleil. Donc, bien comprendre que ça allait dans l'épaisseur de ce truc-là, la conversion photovoltaïque. Juste un tout petit mot, parce qu'évidemment, quand on se dit qu'il y a une limite, la question d'après, c'est comment est-ce qu'on fait pour la dépasser. Quand même un réflexe assez naturel. On peut dépasser la limite des 30% que je vous ai indiqué. Il y a différentes façons de le faire. Je vais en souligner une en particulier. Imaginez que sur le toit, vous avez deux gouttières maintenant. Vous avez une gouttière basse qui va récupérer les gouttes qui ne montent pas trop haut. Puis vous avez une gouttière plus haut, ce qui fait que les gouttes qui montent tout là-haut, plutôt que de gaspiller toute leur énergie, en fait, vous allez en gaspiller une partie, mais vous allez récupérer correctement le reste. C'est compréhensible? Ça, c'est ce qu'on appelle une architecture tandem. Vous associez deux matériaux, et en faisant ça, vous pouvez essayer de monter plus haut en rendement. Je vous ai dit qu'avec un matériau, vous pouvez essayer d'aller jusqu'à peu près 30% de rendement. Avec deux matériaux, vous pouvez aller à peu près 40% de rendement. Avec trois matériaux, à peu près à 45, etc., etc., etc. Si vous êtes un physicien un peu bizarre, et que vous imaginez un toit fait entièrement avec des gouttières, je ne sais pas si la maison est confortable, mais du point de vue de la conversion d'énergie, vous pouvez monter a priori jusqu'à 86%. Alors si je vous résume ça en une image, entre 0 et 100%, qu'est-ce que ça veut dire 100%? Ça veut dire que vous avez 1000 watts de lumière carrée, vous sortez 1000 watts d'électricité. 0, ça veut dire que vous avez 1000 watts de soleil carré et vous sortez rien du tout comme électricité. La limite théorique pour des matériaux simples, c'est 30%. La limite haute, avec ce que je vous ai raconté, c'est 86%. Les dispositifs en laboratoire aujourd'hui montent à peu près à 28%, un peu plus en fait. Les dispositifs commerciaux sont autour de 22%. Et le record de laboratoire, qui est une monstruosité, arrive à monter à 47%. Expérimentalement, on arrive à faire de la conversion photovoltaïque à 47% de rendement. Mais ça, évidemment, le but, c'est pas de faire une technologie diffusable sur les marchés. Le but, c'est d'avoir le Guinness Book des records qui vous donne un diplôme pour dire c'est la meilleure conversion photovoltaïque. Ça, c'est la partie pour vous raconter comment ça fonctionne. Et je passe du coup à la deuxième partie de ce que je voulais vous donner comme élément de compréhension sur les coûts du photovoltaïque et les périmètres pour calculer ces coûts. Ok? Et pour faire ça, il faut que je commence par vous dire un tout petit peu la différence entre ce qu'on appelle la puissance installée et l'énergie que le panneau photovoltaïque produit réellement. Alors, quand vous avez un panneau photovoltaïque, vous allez définir la puissance du panneau, ou la puissance d'une installation photovoltaïque en général, en disant si cette installation était éclairée par un soleil de 1000 watts par mètre carré, un soleil d'été sans nuages, et que les panneaux étaient à 25 degrés de température, et qu'il n'y a pas d'ombre, et qu'ils sont bien orientés, et que tout va bien, alors il devra produire tant de puissance électrique. C'est ça qu'on appelle la puissance installée. Peut-être que votre installation ne produira jamais dans l'année sa puissance installée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut fournir que moins que ça. C'est sa puissance maximum, si vous voulez. Dans le monde, on a à peu près aujourd'hui 2200 gigawatts de puissance installée. L'année dernière, on était à peine à 1000. Ça veut dire qu'en un an et demi, on a installé autant de photovoltaïque qu'on avait installé de photovoltaïque depuis le début de l'humanité jusqu'il y a un an et demi. C'est fou, cette croissance. Évidemment, les panneaux photovoltaïques installés dans le monde ne produisent jamais simultanément leur puissance, parce qu'il y en a tout autour de la Terre. Donc, c'est jamais une puissance réellement mesurée. Au niveau français, la puissance installée, c'est à peu près 25 gigawatts.
Là, c'est un tout petit peu différent parce qu'évidemment, il n'y a pas la question de... Enfin, je vérifie sur les trucs de RTE si c'est France métropolitaine ou en incluant les installations ultra. Au niveau métropolitain, en tout cas, cette puissance-là, potentiellement, vous pouvez vous en rapprocher. Donc, c'est une indication qui est importante pour le réseau électrique. Le réseau va devoir gérer, potentiellement, ce genre de puissance. Mais de toute façon, ce qui est très clair, c'est que l'installation photovoltaïque ne fonctionne pas toujours à cette puissance-là. C'est la puissance maximale qu'elle peut atteindre si elle est illuminée comme il faut et tout va bien. Alors, ce qui peut vous intéresser aussi, c'est la quantité d'énergie, le nombre de kilowattheures électriques que vous allez produire avec votre installation. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est faire la moyenne sur l'année en disant mon panneau reçoit de temps en temps 1000 watts, de temps en temps 900, de temps en temps 800, de temps en temps 0. Il convertit 20% de ce qu'il reçoit et combien d'énergie ça me fait au bout du compte. Ça me donne, si vous voulez, une puissance moyenne du panneau solaire. Et en gros, la puissance moyenne du panneau solaire, c'est à peu près entre 11 et 15% de la puissance installée. Donc si vous avez une installation photovoltaïque qui vous intéresse, parce que vous envisagez d'en faire une, ou parce que vous en étudiez une, entre la puissance installée et la quantité d'énergie que ça va produire sur l'année, il y a presque facteur 15%, qui vient du rapport entre l'éclairement moyen et l'éclairement en plein été, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le ratio entre ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. J'avais prévu de vous raconter un tout petit peu des éléments d'histoire du photovoltaïque, mais je vais le passer rapidement. Ouais, je vais quand même vous dire ça, vous dire aujourd'hui le photovoltaïque. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plein de matériaux possibles. Désolé, je fais encore une toute petite parenthèse avant de passer au bout. Je vous ai dit que dans le photovoltaïque, il y avait plein de matériaux possibles pour faire du photovoltaïque. En fait, vous voyez tout ce qui est bleu là, c'est une technologie, c'est le silicium. C'est pour ça que ce que je vous fais passer comme morceau de matière, c'est du silicium. Et c'est pour ça que j'ai mis le point en avant tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, à plus de 95% du marché, c'est du silicium. Et ça, c'est à l'état brut. À l'état brut, c'est du quartz, donc c'est ça à l'état brut. Le quartz, c'est des atomes de silicium attachés à des atomes d'oxygène. Il faut réussir à convaincre les atomes d'oxygène d'aller voir ailleurs, pour avoir du silicium pur, et c'est ça que vous avez dans la main. On passe donc, on passe de ça, l'élément brut, aux matériaux purifiés, aux matériaux structurés en galettes de silicium, puis en cellules solaires, comme je vous les ai montrées, qu'on assemble pour faire des panneaux solaires. Et vous voyez que sur toute la chaîne de valeur, si je regarde qui fait ces chaînes de valeur, qui fait ces transformations, qui produit le silicium pur, qui découpe le silicium en galettes, qui transforme ces galettes en cellules solaires, qui assemble ces cellules solaires en modules photovoltaïques? La Chine. Il y a une couleur qui ressort de ce graphe, c'est le rouge. Autrement dit, aujourd'hui, je veux dire, si vous voyez un panneau solaire, si on vous dit « Oh, regardez un panneau solaire », vous n'avez pas besoin de regarder, vous pouvez dire « C'est un panneau en silicium chinois ». À 97%, vous êtes juste. Donc il faut être assez clair sur l'état actuel des choses. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est vraiment une politique de désindustrialisation qui a eu lieu, couplée à un virage que la Chine a prise et que les autres pays n'ont pas pris. Je peux revenir là-dessus. Si vous avez envie, l'histoire du photovoltaïque est une histoire un peu tragique. J'en viens à la question des coûts, et puis après ça, j'aurai fini. Parce que quand on parle des coûts, il y a la question des chiffres, mais surtout il y a la question de qu'est-ce qu'on compte vraiment. Et ça, c'est un point crucial. La première chose que vous pouvez compter, c'est qu'est-ce que ça vous coûte de fabriquer un panneau solaire. Si vous voulez fabriquer un panneau solaire, il faut récupérer ça dans des carrières, il faut transformer le quartz en silicium pur. Après, il faut transformer le silicium en lingots, découper le lingot en tranchettes, transformer ces tranchettes en cellules solaires. Ça à peu près la moitié du coût du panneau solaire. Ensuite, ces cellules solaires, vous avez besoin de les connecter les unes aux autres, vous les mettez dans du plastique pour les protéger de l'humidité, vous mettez une plaque en verre dessus, vous mettez un cadre en aluminium. Un panneau solaire, ça pèse une vingtaine de kilos pour 60 cellules.
vous avez eu des morceaux de cellules dans les mains, vous avez bien compris que ce n'est pas les cellules solaires qui pèsent dans le panneau solaire. C'est la structure. C'est le verre et c'est l'alu, principalement. Et ça représente à peu près la moitié du coût du panneau. Donc la partie active, c'est la moitié du coût du panneau. Et ce coût de fabrication, il a baissé de manière absolument spectaculaire. Ça, c'est un graphe d'apprentissage. Donc c'est combien ça vous coûte de faire un nouveau panneau, en gros, ramené au watt. Le watt crête, c'est-à-dire, je prends mon panneau en sortie de chaîne d'assemblage, je l'expose au soleil de 1000 watts par mètre carré, je regarde combien de boîtes électriques il produit, je regarde combien il va coûter à fabriquer, et je fais le ratio entre les deux. Et donc j'ai un prix par watt. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que c'est vraiment important pour ce que je raconte? Donc le prix par watt, vous voyez qu'il est passé, dans les années 70, il était à l'ordre de 100 $ par watt. On est dans le gadget énergétique. En 2025, on est à 10 $ par watt. C'est divisé par 1000. C'est incroyable comme progression. Mais c'est l'échelle du panneau seul. Vous avez le panneau en sortie de chaîne de production. Il ne sert à rien pour l'instant. Si vous voulez qu'il serve à quelque chose, il faut que vous alliez l'installer. Pour installer un panneau photovoltaïque, au prix du panneau se rajoute le prix de l'électronique, le onduleur, le prix, ce qu'on appelle le balance of system, l'ensemble de ce qui vient avec l'installation, la main-d'œuvre, taxes, raccordement, frais annexes, etc. En fonction de comment vous installez le panneau solaire vous coûte toujours à peu près la même chose à acheter. Si vous l'installez au sol sur des grandes surfaces, c'est beaucoup plus facile que si vous devez monter sur un toit pour en installer deux. Donc c'est sur le reste du coût de l'installation que va porter la différence. En gros, votre panneau vous coûtait quelques centimes par watt, quelques dizaines de centimes par watt. Le coût de l'installation, on est sur des grandes installations, l'ordre de grandeur, je trouve que cet ordre de grandeur il est vraiment utile à retenir. Si vous regardez des grandes installations, avec 1 hectare de surface, vous avez à peu près 1 mégawatt crête installé. Donc, si tout est éclairé, vous récupérez 1 mégawatt de puissance. Ça vous coûtera à peu près 1 million d'euros d'investissement. Et ça vous produira à peu près 1 gigawattheure d'électricité à l'année. Et je l'ai testé sur plusieurs installations. Je ne sais pas ce que vous en dites, ceux qui connaissent le domaine. Moi, à 20% près, vous êtes dedans. Donc pareil, si vous voulez faire l'estimation à la louche, c'est pas mal. Mais à ce stade-là, vous n'avez toujours rien produit comme énergie. À ce stade-là, votre système est prêt à fonctionner. Et puis il va fonctionner pendant 25 ans, 30 ans, si tout se passe bien. Avec des jours, avec des nuits, avec des cellules qui vont petit à petit vieillir. Et donc il faut rajouter au prix de l'installation le prix de l'opération et de la maintenance, nettoyer les panneaux, assurer la sécurité, tondre l'herbe, etc. Éventuellement la dégradation, et puis une partie qui est en fait super importante dans le coût de la production du photovoltaïque, qui est le coût du capital. Vous avez emprunté de l'argent pour faire une installation, vous payez les intérêts sur cet argent, l'argent coûte de l'argent, et en fait, dans le prix de l'énergie, c'est super important. Et autant tout ça, on peut discuter de politique industrielle, de perspectives, d'améliorer les dispositifs et les chaînes de production, autant ce goût-là, qui joue un rôle super important dans le fonctionnement et dans la viabilité économique des projets, c'est un truc purement financier. C'est le coût auquel on accepte de vous prêter de l'argent. Et ça, c'est ce que ça vous coûte. Donc, pour calculer ce truc-là, on estime combien d'argent ça vous a coûté sur toute la durée de l'installation. On estime combien d'énergie votre panneau aura produit pendant toute sa vie. On fait le ratio entre les deux, et vous avez une idée de combien ça vous a coûté 1 kWh à la production. Mais vous, en bout de chaîne, en tant que consommateur, quand vous payez une facture d'électricité, vous avez dedans une part qui revient à la production, une part qui revient au coût du réseau, et une part de taxe. Donc, la partie photovoltaïque, celle qui produit vraiment la puissance électrique, en fait, elle représente la moitié d'un truc qui représente, allez, un tiers, d'un truc qui représente un tiers, d'un truc qui représente un tiers. Autrement dit, les cellules photovoltaïques sont devenues aujourd'hui tellement peu chères que c'est plus elles
qui sont le facteur principal du prix de l'électricité au bout du compte. J'insiste sur ces différents paramètres parce que quand vous discutez, quand vous écoutez les discussions, on passe un peu le temps à mélanger les trucs. Et on dit oui, mais les panneaux solaires sont plus chers, sont de moins en moins chers. C'est vrai, c'est ce que je vous ai montré ici. Mais vous comprenez aussi que si je réduis le coût des panneaux solaires, c'est pas ça qui va changer significativement les choses pour le consommateur au bout du compte. Vous comprenez aussi que les différents acteurs aux différents échelons de cette chaîne n'ont pas forcément exactement les mêmes intérêts. Et que forcément, quand vous êtes installateur, vous êtes un grand énergéticien, vous achetez des panneaux solaires, ce qui vous intéresse, c'est de réduire ce que vous allez payer ici, parce que ça, vous allez le faire vous-même. Mais savoir si au bout du compte, c'est ça qui est le plus efficace pour réduire la facture électrique pour la société, c'est pas ce qui intéresse les grands énergéticiens. C'est ce qui fait par exemple qu'on va choisir de prendre une production de panneaux solaires intégralement en Chine parce que c'est... Aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative. Mais à une époque, parce que c'est moins cher dans l'installation, même si payer un peu plus cher à l'installation ne changerait pas la face du monde sur la facture au bout du compte. Donc c'est vraiment comprendre ces différents périmètres, je trouve, permet de comprendre aussi où sont les intérêts des uns et des autres, non pas pour dire que les intérêts devraient nécessairement primer sur d'autres, mais juste identifier quels sont les enjeux pour chacun des acteurs qui sont impliqués dans l'aventure. Voilà, c'est pour ça que je pense que ça peut être utile, cette grille de lecture-là. Et je termine pour la question des coûts, sur les coûts écologiques, les coûts environnementaux, parce que c'est aussi un bouquin important, pas juste le coût économique. Un des trucs qui est spectaculaire avec le photovoltaïque, c'est que c'est au niveau de l'objet fini, on peut se poser la question des processus de fabrication, mais dans l'objet fini, c'est un objet qui est profondément pas toxique sur le plan chimique. Si vous regardez ce qu'il y a dedans, il y a du silicium, autrement dit du verre. Il y a d'ailleurs du verre, et regardez ce qui fait le plus de poids. Donc là, ce que je vous présente, c'est le poids par mètre carré de panneau, ou par watt crête, ou par kilowattheure. Vous pouvez prendre ce que vous préférez comme unité. Mais si on imagine 1 mètre carré, vous voyez qu'au mètre carré, ce qui fait le plus de poids, c'est les matériaux de construction pour l'installation au sol, puis le verre, l'aluminium, le plastique, puis le silicium. Dans les matériaux bizarroïdes, il y a du gallium ou du bore, mais vous voyez que c'est en quantité extrêmement faible. Ça sert juste comme dopage pour le semi-conducteur, pour dire aux électrons dans quel sens ils doivent aller. Donc c'est vraiment pas des quantités de matière ici qui posent vraiment question. Même ramené à la quantité de panneaux photovoltaïques qu'on produit, il n'y a pas de terres rares. Ça, il faut vraiment être très très explicite. Il y a littéralement 0 terre rare, parce que le nom de terre rare réfère à un certain nombre d'éléments bien définis, et aucun de ces éléments ne sont dans les panneaux solaires. On parle parfois de terres rares pour parler de matériaux critiques, parce qu'il y a rare dans le nom, alors on fait l'association d'idées. Les gaz nobles, hélium, etc. Les gaz nobles ne sont pas nobles. Les terres rares ne sont pas très rares. Il y a des matériaux critiques parce qu'il y a des tensions pour l'approvisionnement. Le silicium n'est pas un matériau très critique pour 2 raisons. La première, c'est que il y a des très très gros volumes. Le silicium est le 2e matériau le plus abondant sur Terre. Donc il y a énormément de silicium. La question c'est, est-ce qu'on trouve un silicium qui, dans l'état naturel, est suffisamment pur pour que ce soit facile de le transformer? Et ça, c'est une question qui doit se poser. Mais il n'y a pas de tension pour l'instant très très forte sur le silicium. C'est peut-être l'argent qui est l'élément le plus critique dans la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques silicium. L'argent, c'est ce qui sert à faire le contact métallique, là, la grille que vous voyez devant. Ce qui permet de sortir les électrons du semi-conducteur et de les mettre ensuite dans un fil électrique. Le contact qui est devant, là, c'est en argent. Et c'est peut-être ça qui est le plus critique pour l'approvisionnement. Mais ce n'est pas forcément les éléments qu'on a en tête. Un tout petit mot sur l'énergie. Il faut de l'énergie pour fabriquer un panneau photovoltaïque. Et puis le panneau photovoltaïque va produire de l'énergie après, dans sa durée de vie. Il vous faut à peu près 1 an pour qu'un panneau installé en Europe produise autant d'énergie que ce qu'il a coûté à sa fabrication. Et la durée de vie d'un panneau solaire, c'est à peu près 25 ans. Autrement dit, on est large. Sauf que, est-ce que vous avez gardé le réflexe du slide d'avant?
De quel périmètre je vous parle? Je vous parle du panneau tout seul. Je vous parle pas de l'installation. Et quand je dis prix de revient ici, par exemple, là-dedans, j'ai pas inclus, je vous ai pas dit que l'installation devait avoir une batterie, par exemple. Et si vous faites peser tout ça sur le dispositif de fabrication d'énergie, évidemment, ça va vous prendre de plus en plus de temps de payer le coût énergétique de l'ensemble. Donc le réflexe de se dire de quel périmètre on parle, vous voyez qu'il est utile très vite. Et ça me permet de dire un tout petit mot sur le recyclage. On recycle 95% des panneaux solaires. C'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il y en a 5% qu'on ne recycle pas du tout et les autres qui sont, les 95 qui restent, qui sont recyclés parfaitement. Ça veut dire que si vous prenez un panneau solaire, vous allez réussir à le recycler à 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 95% de la masse du panneau solaire est recyclée. Vous voyez venir le... Qu'est-ce qui fait le poids du panneau solaire? C'est pas la cellule? On l'a déjà dit. Ça, c'est la répartition de la masse. En bleu clair, c'est le verre. En bleu foncé, c'est l'aluminium. En vert clair, c'est le plastique pour l'encapsulation. Donc on recycle 95% de la masse du panneau, autrement dit, on recycle le verre, l'alu, on recycle le plastique. Et hop, 95% du panneau est recyclé. C'est beau quand même. Techniquement, il y a des techniques qui existent aujourd'hui au niveau industriel pour récupérer une partie des métaux qui sont mis sur le panneau solaire, l'argent, dont j'ai dit qu'il était critique. Et il y a des preuves de concepts qui n'existent pas au niveau industriel pour récupérer le silicium de la cellule et refaire une cellule avec. Donc c'est des trucs qui sont faisables techniquement et qui sont inexistants au niveau filière. Mais, vous avez vu la croissance exponentielle des panneaux, ils ont 25 ans de durée de vie. Il y a 25 ans, on a commencé à installer des panneaux de manière vraiment sérieuse. Donc il faut espérer que l'augmentation de la demande va aussi entraîner la création d'une offre de recyclage un peu plus sérieuse. Voilà, je vous ai raconté plein de trucs. Petit tour d'horizon sur le photovoltaïque. D'où est-ce qu'on part en termes de ressources? Comment est-ce que ça marche en termes de fonctionnement? Comment est-ce que ce mode de fonctionnement donne le choix des matériaux et les performances qu'on peut espérer avoir avec ces matériaux? Et puis cette discussion sur les coûts. Il y a quand même un truc, quand on lance des chiffres dans un débat public, en général, il s'ensuit un silence, un peu gêné, respectueux, et on ne prend pas suffisamment de temps pour rentrer dans les chiffres et se demander mais qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment, qu'est-ce qui compte? Et je pense que c'est important de le faire. J'espère que ça c'est un outil qui pourra vous aider à faire ça. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Alors maintenant qu'on connaît tout sur la technique, ou presque, peut-être qu'on peut voir un peu en termes de témoignages les projets qu'on peut faire autour de ça, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Oui. Moi, je parlerai plutôt au niveau collectif, parce qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes qui s'imposent aux collectivités, qui voudraient porter donc des projets plutôt de ferme, photovoltaïque, et de plus en plus. Alors déjà, le postulat requis par l'administration, c'est d'être dans ce qu'on appelle des sites dégradés. Il y a, pour être éligible, donc, notamment à la production d'électricité, au rachat d'électricité par Enedis, donc il y a des points à obtenir, et pour obtenir le maximum de points, il faut être un site dégradé. Je vais donner l'exemple, l'ancienne décharge, qui est sanctuarisée, sur laquelle rien ne peut se faire. Et donc là, on a un certain nombre de points rajoutés à l'éloignement du transformateur, qui va minimiser le coût d'accordement, qui fait que le projet commence à être rentable. Sauf que, derrière, il y a des couches de contraintes qui sont rajoutées. Alors, je ne vais pas parler déjà de toutes les études nécessaires, préalables, faune, flore, hydraulique, etc. Urbanisme. Donc tout ça, ce sont des contraintes. Il faut donc, faune, flore, faire une étude 4 saisons, qu'on appelle, c'est-à-dire printemps,
été automne-hiver, observer la nature, observer la faune, la flore, ce qui se passe, repérer des éléments remarquables qui pourraient empêcher finalement l'installation, parce que ça perturberait l'écosystème. Ça, c'est un premier point. Ça date c'est des obligations qui datent, et qui sont logiques. Après, il y a aussi l'approche hydraulique, puisque les panneaux posés imperméabilisent le sol. Donc, il faut récupérer l'eau pour éviter, souvent dans nos territoires, donc, des ravinements, des déstabilisations de massifs, etc., etc. Donc, il y a des études aussi à faire. Et puis après, il y a la question de l'urbanisme. Il faut une zone qui le permette. Et souvent, les sites isolés, qui sont, je rappelle, on ne parle pas d'agrivoltaïsme, on va peut-être un peu après, donc les sites qui sont dégradés ne sont souvent pas une zone constructible des plans locaux d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols. Donc là, on est aussi dans nos territoires, ce qu'on appelle les zones de montagne, avec des spécificités en termes d'autorisation d'urbanisme qui privilégient, sinon imposent, la continuité de la construction. C'est-à-dire, les sites isolés, si je prends une ancienne des Charles, il n'est pas au centre du village, normalement, il est assez isolé, donc éloigné des maisons, dans une zone qui n'est pas constructible, et avec une discontinuité par rapport au quartier urbain. Et là, il y a un handicap, puisque il y a cette discontinuité, donc là, il y a, et que la ferme photovoltaïque est considérée comme permis de construire. Deuxième, au-delà de ce que j'ai dit, un autre élément aujourd'hui qui vient se rajouter, et qui est à mon avis scandaleux, et qui bloque tous les projets sur le territoire. Ils ont lancé donc déjà ce qu'on appelle il y a 2 ans les zones d'accélération énergétique. En disant aux communes, si vous avez des zones préceptives qui remplissent un certain nombre de critères, vous serez en zone d'accélération et ça va vous simplifier les démarches. C'était une bonne chose. C'est tout vite lancé dans le repérage de ces zones. Ça, c'était en juin, je me rappelle, 2023, c'est ça, où la préfète, à l'époque, donnait cette information pour très vite être rattrapée derrière par son administration qui dit oui, mais attention, dans les communes du Parc national des Cévennes, cette procédure ne s'appliquera pas. Vous retombez dans le droit commun. Ça rajoute une contrainte de. Et puis la dernière, on va vient de découvrir, il y a, et c'est vertueux, ce qu'on appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette, en 2050, c'est-à-dire qu'en 2050, si vous voulez construire 100 mètres carrés, il faudra trouver 100 mètres carrés végétalisés. Ou à détruire une maison, il faudra l'équivalence, il ne faudra pas qu'il y ait. Et là, on a appris sur 2 projets, c'est encore un débat, mais aujourd'hui c'est acté comme ça, on essaie de faire bouger les lignes, que cette loi s'appliquerait aussi aux installations photovoltaïques. Je vais vous donner un exemple. Sur la commune de Bordezac, on porte un projet de photovoltaïque de 6 à 7 hectares, sur l'ancien centre d'Avouissement, à proximité d'une forêt qui a brûlé. Et on veut faire de ce centre et d'autres projets annexes un caractère expérimental de la reconquête du territoire, de la valorisation de la forêt, en même temps de la protection contre l'incendie. En disant au service de l'État, on aura un photovoltaïque, donc sur un site isolé, dégradé, on aura des nouvelles essences, on va réintroduire les essences anciennes, et mieux résistance au feu, on va réintroduire les animaux, donc entretenir, etc. Beau projet qui est porté qui a été porté successivement par 3 sociétés. La première société, ça a commencé en 2008, elle a laissé 100 000 euros de crédit. La deuxième, 100 000, et la troisième, 99 000. Donc moi, je pense qu'ils doivent déduire ça de leur recette, de leurs bénéfices. Et là, donc, quand on présente un projet, on dit attention,
moi s'opposer à vous quelque chose, c'est cette fameuse loi ZAN, qui dit donc zéro consommation en 2050 et qui dit entre 2021 et 2031, vous aurez droit à consommer 50% de ce que vous avez consommé entre 2011 et 2021. Donc on fait le calcul. Bordezac, petite commune, pas de grosses constructions. 1 hectare de consommé entre 2011 et 2021. Droit à construire 5000 m². Centrale photovoltaïque, 6 hectares. C'est fini. Un autre sujet, dans une commune à côté, je reviendrai après sur les conséquences quand même. Au-delà de. Là, ça vous permettait d'alimenter 6500 foyers. Quand même, c'était pas mal. Valoriser un site qui est dégradé, qui va rester à l'abandon, finalement, soumis aux aléas du temps, et puis bien souvent oublié. Et demain, il deviendra dangereux. Parce qu'il sera oublié, il ne sera pas entretenu, il n'y aura plus la mémoire va s'effacer. Sur un deuxième projet, un terrible. 2 millions de mètres cubes. Beau projet, la même chose, et là, 4 hectares et demi de panneaux photovoltaïques, et la commune dispose de 2,5 hectares. Ça veut dire là que si ça s'applique, déjà on ne peut pas le faire, mais tant bien qu'on pourrait le faire. Ça veut dire qu'on va enlever la possibilité à des primo-accédants de s'installer dans la commune puisqu'il n'y aura plus de droit construit. Alors vous allez expliquer à quelqu'un qui a un petit terrain, 500 mètres carrés, qui va s'installer avec sa famille, primo-accédant, tu ne peux pas construire parce que j'ai privilégié des panneaux photovoltaïques sur l'ancien terrain. Donc, à quelque part, on a tout faux, je veux dire. On a tout faux. On n'a pas de facilité. Quand vous remplissez les conditions, un terrain, c'est un site dégradé, reconnu comme site dégradé. Donc, un centre d'enfouissement, c'est un site dégradé. Donc, on part bien. On est éloigné, c'est bien. Donc là, déjà, urbanistiquement, on a des soucis. On a fait prêt à faire les aménagements hydrauliques, mais derrière, on vous oppose la ZAN. Le premier projet dont je parle, ça date depuis 2008. Je veux dire, on est las, et je pense que demain, on ne trouvera pas d'autres investisseurs qui vont venir encore mettre des études. Est-ce que ça évoluera, est-ce que ça ne évoluera pas? Aujourd'hui, on en est là. Je veux dire que il y a quand même une approche d'administration qui n'est pas spécifique aux besoins, je dirais, de reconquête de sites dégradés, qui est le magnifique pour moi reconquête, pour un ancien centre d'enfouissement, un ancien terri, que de produire. D'un côté, vous avez du charbon, de l'autre côté, vous avez de la biomasse, que de produire de l'énergie. Et donc là, on a une administration qui est là vraiment très stricte. Je donne un autre exemple. Ces deux projets sont 3-4 km à vol d'oiseau. L'administration nous dit, dans ce qui est le régime hydraulique, si vous avez un impact sur plus de 20 hectares d'occupation de vos installations, c'est une autorisation. C'est très contraignant, il faut une autorisation préfectorale. Des études, comment vous prenez en compte le sédiment, etc. La sédimentation, la mise en place. Si vous êtes à moins de 20 hectares, c'est une déclaration, c'est plus. Eux, sur ce projet-là, ils sont arrivés à déterminer que c'était le même bassin versant de la Seine, de lier les deux projets pour qu'on arrive à 20,1 hectares. C'est-à-dire on nous met dans le domaine de l'autorisation. Donc moi je me demande quelle est la réalité, quelle est la réelle volonté politique, qui c'est qui agite derrière, je ne le sais pas du tout. Mais toujours est-il que si on a des porteurs de projets, si on a l'occasion, la possibilité de réhabiliter des sites dégradés, de les faire revivre, de valoriser, de faire des projets expérimentaux, parce qu'à Bordezac, le projet c'est le photovoltaïque, c'est la réintroduction des animaux, c'est réintroduire des essences nouvelles, c'est amener des petites unités qui vont valoriser, je veux dire,
sur le territoire. C'est un vrai projet. Quelle est la réelle volonté politique derrière par rapport au photovoltaïque? Je ne le sais pas. Et puis, moi je ne conclurai pas, plus individuellement, là vous parlez dans le collectif, moi, en tant que maire, je constate aussi qu'aujourd'hui, à travers notamment cette prime qui est suspendue, la prime de notes, une dérive des intervenants en matière de photovoltaïque, des grosses sociétés qui sont éphémères et qui viennent là et qui viennent un peu désamuser un peu tous les administrés sur l'intérêt du photovoltaïque, parce que c'est devenu une affaire financière, de business. Et moi, je vois ces sociétés où beaucoup aujourd'hui d'administrés viennent me voir en me disant on s'est fait avoir, c'est une mauvaise image. Alors heureusement que nous, avec l'urbanisme, parce que là aussi il faut une déclaration, on arrive à maîtriser. Voilà, mais tout ça, moi, c'est très intéressant, mais je me dis quelle est la réelle volonté politique, et ça rejoint un peu ce que tu disais aussi. On n'a quand même pas su, je n'ai pas les l'explication, mais peut-être je te tends dans la perche. Pourquoi aujourd'hui il n'y a que les Chinois qui fabriquent, il y a quand même derrière quelque chose, alors qu'il y avait des sociétés qui fabriquaient en France, il y en a aussi en Allemagne, et aujourd'hui c'est que les Chinois. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui nous mène? Et pourquoi il n'y a que les Chinois? Je te renvoie là, parce que tu n'es pas allé au bout de ton explication. Bon, donc c'est très compliqué. Politiquement, en termes d'aménagement des territoires, il y a des peines partout. Merci en tout cas. Je réagis volontiers, c'est super intéressant les retours là. Je commence par l'échelle plus locale ou plus petit projet. Ce qui est évoqué là sur l'espèce d'effet d'aubaine, où tout d'un coup on reçoit des centaines de coups de téléphone de gens qui veulent nous installer des panneaux solaires. De plus en plus, c'est plus des gens, de toute façon, c'est des robots. On a connu ça sur les isolations des maisons à 1 euro, où les gens étaient tout prêts à arriver avec la mouche là pour. Évidemment qu'il faut isoler des maisons, et évidemment que les effets de clim créent ces trucs prédateurs qui sont nocifs à tous les points de vue. Je pense que là où le photovoltaïque peut apporter quelque chose d'intéressant, c'est pas juste dans le position de consommateur d'installation, mais dans la façon dont c'est une technologie de production d'énergie dont les citoyens peuvent se saisir, en lien avec les collectivités. Et on le voit sur des projets d'installation sur des bâtiments communaux, sur des écoles, sur des choses comme ça, où des citoyens s'impliquent dans la conception, dans le suivi du projet. Donc il ne s'agit pas juste de confier les clés à un extérieur qui va faire les choses. Et en faisant ça, c'est des occasions de projet avec les gens, et c'est des occasions de se former à des questions d'énergie, et le coût de l'électricité, et les contraintes d'installation. Et à ma connaissance, le photovoltaïque est la seule technologie d'énergie qui permet de faire ça. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant comme un outil pour engager les citoyens dans des problématiques énergétiques. Avec la remarque, si je peux me permettre, bien sûr, mais je vais rebondir un peu sur ça, que même une installation individuelle, théoriquement, il faut un tas d'autorisations administratives. Donc on retombe peut-être pas au même niveau, mais on retombe au même tracassé administratif. Mais Daniel, là, juste dans la question qu'on m'a posée, l'émoji que j'ai trouvé de bleu jaune, elle m'a dit derrière, il faut changer les choses, on commence par quoi est-ce que mieux? Et j'ai écrit par une même application d'ici. Oui, absolument. Je crois que effectivement, co-construire finalement. Oui. Co-construire. Est-ce que on Vous n'avez peut-être pas fini sur ce Ouais, j'ai juste. C'est sûr, moi je vois le chinois comme ils vont nous manger. Je suis promis, je vais essayer de faire court. Je te sens curieux sur le voir faire court. Ce que tu évoques sur le premier bout, d'abord je serais vraiment intéressant de discuter plus en détail pour comprendre. Ça me donne quand même l'impression qu'il y a quelque chose de particulier ici. Parce que tu vois les évolutions des parcs photovoltaïques en France, il y a donc bien des endroits où les gens arrivent à l'installer. Donc ça veut dire qu'il y a des points de blocage. Ah mais ça dépend des DDT, direction départementale des territoires, qui est le bras armé de l'État. Ici c'est, pour raconter une anecdote, j'ai un collègue moi, qui travaillait dans une DDT, qui était avant un équipement,
qui j'ai travaillé, qui était très ouvert pour tout ce qui était novateur, énergie, même au niveau d'installation de ferme, etc., etc. Et là, je l'ai retrouvé sur ce projet, avec 4 de ses collègues, l'Adréal, etc. Et je sentais que je le poussais en me disant, mais il faut y aller, il faut déroger un peu, il faut un peu qu'on soit à l'esprit et non à la lettre et tout. Et lui, il démarrait, vraiment super, et puis à la fin, il y avait 3 derrière, 4 qui tapaient, il est venu en me disant, mais je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider parce que j'ai contre moi tout le monde. Ils n'ont pas mis que ça. Et à la sortie, à la fin du mois, j'ai donné mon salaire qu'eux. Et je me mets tout le monde là-dedans. Donc je ne peux plus t'aider. Je ne peux plus. Il y a 30 ans, c'est lui qui avait raison parce qu'il faisait bouger le lit dans l'autre sens. Aujourd'hui, il est bouffé par on va dire, le conservatisme, ce pouvoir de blocage qu'exerce l'administration, avec des interprétations draconiennes de réglementation. Il y a un cumulant de réglementation. Il est cumulant. Il ne fusionne pas, il est cumulant. Il fusionnerait, il est cumulant. C'est une deuxième bouche sur laquelle je veux rebondir rapidement, qui est le manque de visibilité, le manque de lisibilité. Et je pense que c'est ça qui a fait la grande différence avec la mise en place de l'industrie chinoise. L'émergence de l'industrie chinoise, c'est le tournant des années 2006-2010. Il n'y a pas très longtemps. 2000, quand allez, on va ça va être un peu plus long prévu. Quand le silicium se développe, au départ, le silicium, c'est la base de toute la microélectronique. J'ai découvert récemment que la Silicon Valley, c'est pas la vallée du silicone, ce qu'on aurait fait dans le sens aussi, c'est la vallée du silicium, parce qu'ils font des processeurs. Et donc pendant longtemps, le photovoltaïque s'est développé parce qu'il utilisait les rebuts de la microélectronique. Donc, on savait faire du silicium pur pour les processeurs, et puis on s'en servait pour le photovoltaïque. Et le photovoltaïque grossit, et à un moment, le besoin de silicium pour le PV devient le même ordre de grandeur que la microélectronique. Donc le prix du silicium part en flèche. On est dans les années 2006. À ce moment-là, il y a 8 gigawatts de puissance installée dans le monde. Je vous rappelle, on est à 2200. 8 gigawatts dans le monde à ce moment-là. La Chine dit, d'ici 2020, on aura chez nous 2 gigawatts. On aura chez nous l'équivalent de 1/4 de ce qui existe dans le monde. En fait, ils ne seront pas à 2 gigawatts, ils seront à 250. Ils ont explosé leur objectif d'un facteur 140. Enfin, c'est complètement dingue. Mais ce qui s'est passé, c'est planification gouvernementale, direction à long terme et une direction qui a très peu varié de cap. Tu parlais de la lettre et l'esprit. Là, c'est très clairement sur l'esprit et pas sur la lettre. On s'est rendu compte en Europe que les panneaux chinois étaient vendus à un prix qui ne respectait pas les lois de l'organisation du commerce. Que pour être dans les règles, les panneaux chinois devraient être 80% plus chers que ce qu'ils ont été. Parce qu'en gros, la Chine vendait à prix de fabrication sans payer le coût de développement, la R&D, etc. Autrement dit, ils vendaient à perte en réalité. Ils ont considéré que ça valait le coup de vendre à perte dans quelques années pour avoir un monopole mondial. Et ils l'ont. Et donc je pense que ce qui fait la différence et ce qui pose problème aujourd'hui, et c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le côté, on dit qu'il faut du PV, on fait une accélération, on vote, il y a 2 jours, un moratoire pour interdire le développement de nouveaux projets. Comment on veut espérer que quoi que ce soit se construise qui nécessite un engagement, un investissement et donc du long terme. Je reviendrai quand même sur une chose. La production chinoise pose un vrai problème sur la question de la compétence technique, de la souveraineté technologique. Mais, regardez sur l'installation, sur une installation, c'est sûr, c'est dommage de donner tout ça comme argent ailleurs que dans l'Union européenne. N'empêche que tout ça, c'est de la dépense et de la dépense locale. Quand vous
payer la main-d'œuvre pour l'installation, vous n'êtes pas en train de donner de l'argent à la Chine. Donc, là aussi, il faut faire un tout petit peu jouer avec ces périmètres et bien identifier que certes, le photovoltaïque est une technologie chinoise et c'est problématique. Mais ça ne veut pas dire que quand vous achetez une installation photovoltaïque, c'est tout cet argent qui part. Voilà. Donc, à nouveau, c'est une question de périmètre. Bien. J'ai une belle question. Parce qu'en fait, on voulait faire venir ici, aujourd'hui, la communauté de communes d'Uzès. Ils ont fait quelque chose, et on en a parlé au téléphone. Ils ont transformé leur parking, donc la surface du parking de la communauté de communes, en un panneau solaire thermique. Donc, ils ont mis en dessous du sol, ils ont mis un réseau de canalisation à 10 cm du sol, et pendant tout l'été, le soleil tape sur ce sol et ils envoient cette chaleur à 130 mètres du fond dans le sol avec deux puits. Et cette chaleur est stockée dans les sols et elle est restituée en hiver pour chauffer les bâtiments. Et ils ont aussi mis en place tout un système. Donc je voulais savoir, parce que l'énergie solaire, elle n'est pas que photovoltaïque, il y a cette stratégie-là. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, et si c'est intéressant ou si c'est une usine à gaz. On ne les a pas pour donner les chiffres de rendement, tout ça. C'est super intéressant. Le solaire thermique est une technologie extrêmement pertinente, complètement sous-utilisée. Voilà. Et en fait, c'est encore un peu plus déprimant que ce que je vous montre là, parce que l'essentiel du solaire thermique qui existe aujourd'hui, c'est à chauffer des piscines privées. Et quand on travaille sur la technologie de l'énergie, le but, c'est pas de réussir à mieux chauffer des piscines privées. C'est de faire en sorte que les gens aient accès aux besoins énergétiques, puissent répondre à leurs besoins énergétiques. Donc ces perspectives-là, elles marchent. Moi, j'ai un autre exemple au Canada qui s'appelle Drake Solar Community, où c'est la même idée, des panneaux solaires thermiques sur des maisons, un réseau d'eau chaude sur l'ensemble du lotissement, un stockage thermique en profondeur, et la facture de chauffage à l'hiver est réduite considérablement par la chaleur au Canada, où il y a un enjeu à se chauffer à l'hiver. Donc c'est vraiment des perspectives qui sont tout à fait pertinentes, qui nécessitent, c'est des gros projets. Donc, la différence évidemment entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque produit de l'électricité, et que je ne vais jamais réussir à faire fonctionner mon PC avec de l'eau chaude. Mais dans l'autre sens, je n'ai pas forcément besoin d'avoir de l'électricité pour avoir chaud en hiver. Donc c'est vraiment la question de quelle est la technologie pertinente pour un besoin donné. Voilà. Il faut commencer par identifier le besoin, et ensuite se dire qu'est-ce que je mets en face. Et ça c'est quand même un réflexe qui manque aussi beaucoup, de se dire c'est quoi l'objectif et c'est quoi le moyen. Le photovoltaïque n'est pas un objectif. Il n'y a pas de raison de donner un objectif en soi de photovoltaïque. Le photovoltaïque est un moyen qui, à mon sens, peut être adapté à plein de choses. Et puis, si le but c'est de se chauffer en hiver, c'est pas sur du photovoltaïque qu'il faut compter. Et pour que ce moyen soit mis en œuvre, il faut une politique homogène, volontariste, Lisible. lisible. Il manque un peu de Le thème étant quand même sur le photovoltaïque, le thème de la conférence, y a-t-il des questions? Je pense que c'est intéressant que l'on À l'école polytechnique, sur quel sujet porte votre recherche? Ouais, merci. Alors, ça tombe bien, j'ai qu'un slide là-dessus. Je suis passé très très vite. En fait, je l'ai mentionné en cachet. Je vous ai dit, il y a d'autres façons de battre la limite de 30% que les trucs qui marchent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les façons de dire qui ne marchent pas. Parce que, en fait, réussir à comprendre comment mieux convertir la lumière du soleil, c'est vraiment une question de physique fondamentale, de comprendre ce qui se passe dans le matériau, imaginer ce qui peut se passer et se donner des façons d'observer ce qui se passe. Et moi, c'est ça que je fais. C'est à la fois la compréhension fondamentale et la caractérisation. Et je marche sur une ligne de crête qui n'est pas complètement évidente, parce que je travaille sur ce qu'on appelle des concepts à haut rendement. Comment j'imagine des dispositifs qui peuvent fonctionner non plus à 20% comme les dispositifs commerciaux, 30% comme la limite théorique, mais potentiellement proche des 86%. En même temps que je considère que c'est pas ça le cœur du problème aujourd'hui. Donc je fais cette recherche parce que ce qui m'intéresse, c'est une recherche fondamentale.
C'est comprendre pour comprendre. C'est des problèmes qui sont passionnants, et il y a des choses de la façon dont l'univers fonctionne qu'on ne comprend pas encore. Donc il y a beaucoup à jouer là-dessus. Le risque de justifier ce genre de recherche en disant « et ça va être formidable, parce que grâce à ça, on va avoir des panneaux à 86% de rendement », c'est faire comme si ce qui nous manquait, c'était des panneaux à 86% de rendement. C'est pas ça qui nous manque. Avec les panneaux à 20% produits en Chine, on peut déjà faire tellement plus que ce qu'on fait aujourd'hui, que c'est pas ça le facteur limitant. Donc, je fais une recherche fondamentale, motivée par l'enjeu de compréhension des lois de l'univers sur un sujet appliqué. Ça servira peut-être plus tard. Peut-être. Et peut-être pas. Et quand bien même ça servirait à rien. Tu nous fais découvrir l'univers. Mais ça sert comme la poésie sert, comme la culture sert. Enfin, c'est indispensable. C'est fondamental. C'est ça. En fait, il faut battre le record de rendement et avoir le prix Nobel sur le rendement. Nobel, vous savez pas, Guinness, ce serait pas mal. Voilà. Et le prix que c'est. Ah bah, ça. Alors, on a un problème de parti. Non, conflit d'intérêt. Oui, conflit d'intérêt. Non, c'est toi qui l'imagines ça. Ah ouais, d'accord. Alors, une précision, dans quelques minutes dehors, donc on va falloir... Il y avait peut-être un monsieur là qui parle. Oui, non, mais Il y a une grosse question, mais je on fais va juste... vous l'aborder sur une minute. Non, Le stockage, je dis simplement, je précise, je vais vous donner la parole c'est le après. stockage. Je vais vous donner la parole après. Je précise juste que quand on aura fini, il y a les enfants du collège Armand Poussins qui ont travaillé sur toute une fresque et qu'on va aller les voir après. Et c'est pour ça que je vous dis maintenant, allez-y sur la question, ça va être la dernière question probablement. Ouais, on n'aura pas le temps d'en parler, mais le problème du solaire, tout le monde le sait, c'est le problème du stockage de l'énergie. Parce que sinon, elle Ça est pose quand même très mal. à certaines périodes et pas assez à long. Ah oui. Alors, Et c'est aussi valable pour le solaire thermique, parce que là, on peut l'enfouir pour garder la chaleur, mais là, prendre les batteries chinoises Ouais. est tout à fait à l'identique de se passer de photovoltaïque il y a 20 ans. absolument. Alors, vous avez raison, on ne va pas résoudre la question dans le temps qui nous reste. Je peux quand même vous donner quelques éléments de réflexion. Donc la question du stockage, c'est de se dire, le panneau photovoltaïque produit quand il y a du soleil, et quand il n'y a pas de soleil, ben, il ne produit rien, et il se trouve qu'on ne consomme pas que quand il y a du soleil. Donc, comment on fait? Le thermique, ça part. Michel l'évoquait, on est capable de stocker du thermique intersaisonnier. Le thermique se stocke très bien, se produit très bien, se transporte très mal. L'électricité se produit pas mal, se transporte très bien, se stocke très difficilement. C'est vraiment pas les mêmes choses. Sur la question du réseau, moi je vous propose ces éléments-là, c'est comme ça que moi je me réfléchis. La question du réseau, en fait, c'est plein de questions. Et la question du stockage, c'est juste une des questions. En fait, il y a d'autres problèmes aussi. Et la question de la stabilité du réseau. Le blackout espagnol, c'est pas une question de stockage, c'est une question de stabilité. C'est la question que, est-ce que des fluctuations peuvent faire dérailler le réseau ou pas? Et ça, c'est vraiment pas la question du stockage qui est en jeu dessus. C'est des questions de planification, c'est des questions de développement des infrastructures, et c'est des questions d'équilibrage à l'échelle de quelques minutes, de quelques heures et éventuellement de quelques jours. C'est là que la question du stockage se pose. Jusqu'à maintenant, ces effets, ils ont été globalement indolores. Parce que le photovoltaïque, c'était des taux de pénétration faibles, et on dit depuis le début le risque pour le réseau, mais RTE disait, jusqu'à 50 gigawatts installés, il n'y aura pas de problème. 50 gigawatts solaire et éolien, c'est 2025. On dit c'est maintenant. Donc les problèmes, ils arrivent, ils sont perceptibles, ils auraient dû être abordés plus tôt, mais vous avez tout à fait raison. Maintenant, on est au pied du mur et il faut faire quelque chose. Nos voisins nous montrent. Dans les solutions envisageables, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des lignes électriques pour transporter l'énergie à 8 heures de décalage dans un autre pays et l'échanger ainsi? On peut imaginer plein de choses. Je pense que ce genre de solution-là, c'est des solutions particulièrement grosses, on va dire. Je reste sur la question du stockage, une toute petite minute, pour dire
En fait, il y a plein de stockages différents. Et en fonction de quelles échelles de temps vous parlez, ce n'est pas la même technologie de stockage dont on parle. Si vous parlez de stocker un tout petit moment pour déstocker juste après parce qu'il y a un nuage qui passe, ce qu'il vous faut, ce n'est pas des batteries, c'est des supercapaciteurs. Si vous parlez de stockage, de déplacer 2 heures parce que vous avez un pic de soleil à midi et vous avez une consommation le soir et vous voulez faire un déplacement dans la journée, ça peut être des batteries électrochimiques, donc les batteries chinoises dont vous parliez. Si ce qui vous intéresse, c'est de dire je produis du soleil à l'été et je consomme de l'énergie à l'hiver, ce qu'il vous faut, c'est plutôt du power to gas. Transformer l'électricité en gaz et stocker du gaz. Vous ne ferez jamais du power to gas pour un stockage rapide. Mais vous ne ferez jamais du stockage stationnaire avec des batteries. Donc là aussi, c'est la question de quelle réponse à quel problème. Je rajouterai un dernier élément qui me semble vraiment clé dans la question de la stabilité du réseau, qui est de dire on ne peut pas imaginer. On a un réseau qui a été construit pour fonctionner avec des sources qui sont ce qu'elles sont, qui sont des sources thermiques, qui sont des sources pilotables, qui sont des sources qui fournissent une inertie mécanique, et le réseau a été designé pour ça. On ne peut pas changer la façon, les propriétés de ces sources, et imaginer que le réseau va continuer à fonctionner exactement pareil. Donc forcément, il va falloir faire des adaptations du réseau. Mais en fait, les adaptations du réseau, on en a déjà fait. Quand on a développé le parc électronucléaire, on s'est dit, il faut réussir à déplacer de la consommation de la journée vers la nuit. Parce que les centrales peuvent tourner tout le temps, c'est sous-efficace économiquement qu'elles ne tournent pas la nuit. Donc on a mis des heures cause et des ballons d'eau chaude. Aujourd'hui, les ballons d'eau chaude, c'est 10 gigawatts qui se déclenchent pour bouger vers la nuit. Ça, c'est typiquement des choses qui peuvent se changer pour se mettre en journée au moment où il y a du solaire. Donc plutôt que de stocker le solaire pour le déclencher à 22 heures, comment est-ce que j'imagine de la flexibilité de la demande? Oui, mais les centrales, du coup, aujourd'hui. C'est des questions qui peuvent se poser en France, où vous êtes sur une question de compétition. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement de compétition, mais on peut se ramener à une compétition entre solaire et nucléaire. Mais réfléchissez à un niveau européen ou à un niveau mondial, il y a énormément de pays dans lesquels les centrales nucléaires ne sont pas une option. Et donc dans ces pays-là, il va bien falloir trouver comment on se débrouille sans ces centrales-là. Et si vous me dites, du coup, j'ai une centrale thermique fossile, charbon-gaz, qui ne tourne pas, et bien en fait, c'est précisément ce que je voulais. Donc, la solution, c'est l'échange d'énergie entre deux pays. En partie, je pense que la solution, elle est aussi de se demander qu'est-ce qui va changer dans notre rapport à l'énergie si on veut utiliser une source qui est vraiment différente. Le problème, quand on réfléchit juste sous l'angle des solutions, c'est de chercher comment est-ce qu'on va faire pour continuer à avoir exactement le même service qu'aujourd'hui. Et je pense que quand on se dit je ne veux pas changer le service, mais je veux changer la façon de produire, alors entre les deux, il faut trouver un système qui est capable d'adapter l'un à l'autre. Et ce système-là, il a un coût exorbitant. Je pense qu'il faut se demander, et j'ai vraiment pas de réponse, parce que en fait c'est un truc que j'ai très peu vu, mais il faut se demander si je le fais dans l'autre sens, si je me dis je n'ai pas d'autre choix que de changer mes sources. Au niveau mondial, à nouveau, mettons le cas français et nucléaire de côté, au niveau mondial, il va falloir changer notre façon de s'alimenter en électricité. Sur la table, j'ai les technologies qui sont ce qu'elles sont, à leur niveau de maturité, et elles coûtent ce qu'elles coûtent, et je n'ai pas une quantité d'argent infinie. Qu'est-ce que ça me donne comme service en bout de chaîne? Et ça, je ne sais pas. Ça, c'est pas un truc que j'ai. Comme la conférence précédente, ça ouvre un débat beaucoup plus large qu'il faut creuser, c'est très Donc, on intéressant. continue. Par exemple, sur le Génodalicus, quand j'utilisais les lumières gaz, etc., j'ai découvert les plaques à induction, les diffuseurs électriques contrôlés, etc. Le coût de la cuisine s'effondre. Le gaz étant devenu très cher, et j'utilise des panneaux solaires, mais les journées, etc., ça s'organise. Et ça demande de réfléchir, ça demande. Bien sûr. Ça demande des connaissances sur Internet. Les connaissances, ça veut aussi dire des retours d'expérience, des partages de pratiques, absolument.
Merci beaucoup. Merci. Merci.